C'est un pan de notre histoire qui vient de partir puisque le journal officiel a publié samedi la suppression du corps diplomatique. La France sera donc le seul grand pays occidental sans diplomate professionnel. Une histoire de plusieurs siècles s'achève ainsi. La porte est désormais ouverte aux nominations à l'américaine. C'est par ce tweet lapidaire que Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à Washington et aux Nations Unies, a marqué son désarroi de la suppression du corps diplomatique. C'est le décret numéro 2022-561 publié le 16 avril, donc samedi, c'est-à-dire en plein week-end de Pâques, qui a validé cette suppression d'un corps prestigieux qui a vu passer des noms comme Talleyrand, Seydoux, François Poncet, Couve de Murville ou encore de Villepin. Un décret qui pose question quand, et l'actualité nous le prouve plus que jamais, l'importance de la diplomatie dans la politique internationale d'un pays, notamment en matière d'influence géopolitique, géoéconomique ou culturelle, sont essentielles, d'où notre grand débat. La suppression du corps diplomatique va-t-elle réduire l'influence de la France dans le monde? Et vous êtes 90,3% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou et New Delhi, auteur de L'Inde contre vents et marées, publié chez Temporis. Claude Blanche-Maison, bonsoir. Bonsoir. Comprenez-vous le désarroi de Gérard Araud? Je suis comme lui, bien entendu. Le désarroi est là. Simplement, je pense qu'il faut être réaliste. En réalité, la suppression du corps diplomatique est un dégât collatéral, si je puis dire, de la suppression de l'ENA. L'ENA a joué son rôle lors de sa création, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour la démocratisation des postes de direction de la fonction publique, y compris des postes de préfet et d'ambassadeur. Et puis ensuite, ça a évolué de telle sorte que l'ENA est devenue la cible de beaucoup de critiques, corps élitiste, coupé des réalités, et qu'on a souvent envisagé de la réformer. Sur deux points notamment, en obligeant les gens qui sortaient de l'ENA à faire un séjour d'au moins 3 ans dans les régions pour se colter avec la réalité et ne pas avoir passé toute leur vie entre le 7e et le 16e arrondissement. Et puis deuxièmement, pour, au bout de 12 ou 15 ans de carrière, sélectionner les meilleurs de façon à leur faire passer un petit peu ce que les militaires ont sous forme d'école de guerre. C'est-à-dire, on prend des officiers supérieurs, on leur fait subir un cycle de formation et ils ont ensuite éventuellement vocation à devenir général. Et puis ça n'a jamais été fait. Cette réforme n'a jamais été faite. Et du coup, aujourd'hui, l'Institut national du service public succède à l'ENA depuis le 1er janvier dernier. Et conséquence, en effet, le corps des diplomates, le corps des conseillers des affaires étrangères, le corps des ministres plénipotentiaires disparaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Institut national du service public va former des administrateurs de l'État, indifférenciés, compétents pour tous les ministères, et certains d'entre eux serviront pendant une période déterminée au ministère des Affaires étrangères ou au ministère des Finances ou au ministère des Affaires sociales. Alors effectivement, c'est bien gênant parce que nous vivions dans l'idée que, dans le fond, puisqu'il n'y a pas d'académie diplomatique en France, on apprenait le métier sur le tas. Sur le tas, c'est-à-dire avec son directeur ou son sous-directeur au ministère, à la centrale, et puis surtout avec son ambassadeur lorsqu'on était en poste. Et puis qu'on montait en grade, après secrétaire, on devenait conseiller, puis éventuellement ministre conseiller, sous-directeur à la centrale, et puis ambassadeur. Et tout cela, aujourd'hui, on ne voit pas très bien comment ça va marcher, sauf que Le Drian a pris un décret il y a quelques jours créant une école pratique des métiers de la diplomatie. Alors ça ressemble un peu à une école de cuisine, mais l'école pratique des métiers de la diplomatie, ça veut dire les métiers pour émettre des visas, les consuls, pour faire voter les Français de l'étranger, et puis aussi pour être diplomate politique, économique, culturel, et finalement ambassadeur. Claude Blanche-Maison, de ce que M. Le Drian va faire de cette école. Les vraies voix veulent réagir. Françoise Degois. D'abord, c'est un corps que je connais bien, pour l'avoir beaucoup fréquenté, notamment quand j'étais au gouvernement. C'est un corps d'excellence. Jean-Luc Mélenchon, là, tout à l'heure, a tweeté, il avait raison de le dire, c'est le seul pour le moment, mais j'espère que tout le monde a. La diplomatie française, c'est la deuxième
plus grande diplomatie du monde, justement parce que on n'est pas ambassadeur n'importe comment, pas plus qu'on est premier conseiller. Et c'est intéressant que Claude Blanche-Maison parle de ce parcours. D'abord parce qu'il le sait, il est certainement le premier à le savoir. Le concours du quai, c'est un des concours les plus difficiles. D'abord, vous rentrez au quai quand vous êtes classé dans la botte de l'ENA, mais si vous passez le concours du quai, par exemple, si vous avez fait Langso, c'est un très haut niveau, le concours du Quai d'Orsay. Et vous vous entraînez avec votre ambassadeur. C'est un métier. Quand Gérard Haraud parle des États-Unis, bien sûr, ce sont des postes de prestige. C'est-à-dire que la plupart des ambassadeurs des États-Unis sont nuls. Et Claude Blanche-Maison est trop diplomate pour le dire, mais il le sait très bien. Et en réalité, on récompense les plus gros donateurs des campagnes. On parlait de la société liquide, mais bien sûr, ça participe tout ça de la société liquide. C'est comme les préfets, ce qui a été fait sur les préfets. Maintenant, si vous voulez, on va offrir des postes d'ambassadeurs pour remercier, des postes d'ambassadeurs pour placer des gens, mais ça a quelque chose de profond, surtout quand on connaît la puissance de la France en termes de diplomatie, c'est exceptionnel. On a des ambassadeurs de très grande qualité, pas simplement ceux qui sont dans les 5 grands postes du Conseil de sécurité de l'ONU, mais partout dans le monde. Moi, je les ai testés. Il y avait une affaire sur la nomination de Philippe Besson comme consul de Los Angeles. Bien sûr, moi je les ai testés. Je les ai testés de la Mongolie à la Chine, en passant par l'Amérique latine, la Colombie, etc. C'est un niveau exceptionnel. Évidemment, Emmanuel Macron casse tout parce que voilà, il est dans cette logique-là, mais vraiment, il est dans une logique d'entrepreneur industriel. Claude Blanche-Maison. Oh, je ne peux être que d'accord avec le constat qui vient d'être fait. Même sur le fait que les ambassadeurs américains sont nuls. Bien sûr. Peut-être, comme l'a dit madame, Vous avez un devoir de réserve. Mais je ferai une correction là-dessus. Il existe une diplomatie américaine, parce que la diplomatie, la nomination politique par les gens qui ont été des gros contributeurs à la campagne du président élu, ça c'est pour les postes d'ambassadeurs. Mais en dessous, numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est ce que je vous dis. Moi, des professionnels. Mais Claude Blanche-Maison, j'ai fait toutes les négociations de la COP avec Ségolène Royal et Laurent Fabius, parce que j'étais la conseillère, etc. J'ai vu, pas les petites mains, mais les numéros 2, les numéros 3 de la diplomatie américaine étaient exceptionnels. Mais voilà. je parle des têtes d'affiche, vous comprenez. Bien sûr, j'ai vu les ambassadeurs à Rome qui sont nommés là parce que la vie est agréable, mais qui foutent absolument rien, parce que le mari ou la femme a été un énorme contributeur de la campagne de Trump, ou d'Obama d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Donc c'est délirant de tomber dans un système pareil. Claude Blanche-Maison. Ça veut dire que tout reste à faire à partir du nouveau système dans lequel nous sommes, avec un corps indifférencié d'administrateurs de l'État qui font des passages au Quai d'Orsay, si ça les intéresse. Mais il faut que le Quai d'Orsay se démontre suffisamment attractif pour en effet attirer les meilleurs et qu'ils leur mettent à disposition un système de formation, une véritable académie diplomatique, comme ça existe dans beaucoup de pays, avec des profils de carrière qui leur permettent d'apprendre les langues qu'il faut apprendre. Pour le moment, d'ailleurs, le corps d'Orient dont vous parliez tout à l'heure, son sort n'est pas encore tout à fait décidé, parce que le ministre, évidemment, a fait valoir qu'on a besoin de sinologues, on a besoin de japonologues, on a besoin de gens qui parlent le hindi, et que ça, on ne peut pas s'en priver, effectivement. Donc, cette question reste encore en balance. Mais pour le reste, il faut effectivement qu'on s'oppose à ce que les postes d'ambassadeurs soient des postes de récompense pour donner à des amis politiques ou à des gens qui ont rendu des services ou qui ont été au gouvernement précédemment. Philippe Billiger. Monsieur l'ambassadeur, moi aussi, j'ai pu rencontrer plusieurs ambassadeurs et à chaque fois j'ai été impressionné par leur qualité. Mais est-ce que vous ne croyez pas que dans cette volonté de réforme, de mouvement qui a commencé, vous avez raison de le dire, par l'ENA et qui se poursuit par le corps diplomatique, il y a une perversion française et notamment de ce quinquennat qui vise à modifier, à bouleverser ce qui va bien d'une certaine manière, des instances prestigieuses. Et deuxième élément, est-ce qu'on ne peut pas concevoir, sans tomber forcément dans un mauvais esprit, que elles étaient de nature, par leur prestige, leurs compétences et leur qualité, à porter d'une certaine manière atteinte à un pouvoir présidentiel qui s'assignait à un domaine réservé, par exemple dans le domaine de la diplomatie. Je ne peux pas m'empêcher de penser, sans doute ai-je tort, que la suppression du corps diplomatique, c'est d'une certaine manière un renversement, peut-être pas pervers,
l'air, en tout cas regrettable, d'un pouvoir présidentiel qui va reprendre la main dans des domaines où il aurait dû la laisser à d'autres, ou au moins la partager avec d'autres. Claude Blanche-Maison. J'ajouterais peut-être, si vous le permettez, Monsieur Bilger, que dans le fond, puisque l'un des objectifs de la suppression de l'ENA, c'était de supprimer les grands corps, qui soulève toutes les critiques, puisque les gens des grands corps font tout sauf le métier pour lequel ils sont dans ce grand corps, et souvent deviennent en plus des hommes politiques. Donc on a en effet supprimé l'accès direct en sortant de l'ENA à l'inspection des finances. Maintenant, on deviendra inspecteur des finances pour inspecter, comme disait le général de Gaulle, c'est-à-dire beaucoup plus tard, au bout de 15 ans de carrière, quand on a connu l'administration réelle et le terrain, et pas en sortant de l'école, pas en sortant de ce nouvel Institut national du service public. Ça, c'est une bonne réforme, en tout cas. Et le dégât collatéral, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un peu trop légèrement, c'est qu'en effet, on a aussi supprimé par la même occasion le corps diplomatique. Et on a eu tort parce que, en effet, on a besoin de gens qui soient formés à la négociation, mais on a aussi besoin de gens qui soient d'un niveau interministériel. Et c'était ça, l'ENA répondait à ce besoin. Le défi du Quai d'Orsay dans les années 50 et 60, c'était le concours avec les gens des finances pour contrôler les négociations européennes. Et finalement, c'est plutôt le Quai d'Orsay qui a gagné dans cette affaire-là, parce que les gens qui sortaient de l'ENA étaient à égalité sur le plan intellectuel, sur le plan de la formation, avec ceux qui étaient aux finances. Alors il faut continuer dans cette voie-là, avec cet Institut national des services publics, éviter en effet que pour les gens qui ont un intérêt pour le Quai d'Orsay, et les gens qui intéressent ce Quai d'Orsay, parce qu'ils sont bons pour ça, eh bien, qu'ils puissent faire une bonne partie de leur carrière au Quai d'Orsay, et qu'on ne les envoie pas après 4 années au ministère des Affaires étrangères, aux Affaires sociales ou dans n'importe quel autre ministère. Et ça, je pense que ce combat-là, il reste à faire, il reste à conduire, puisque notamment, il doit y avoir un comité interministériel chargé des carrières publiques et qui doit s'occuper de ça. Et ça, je pense que c'est le prochain ministre des Affaires étrangères qui devra mener ce combat avec le Premier ministre et évidemment en convainquant le président de la République qui lui aussi, comme vous tous, voit des ambassadeurs partout. Et il sait très bien qu'ils sont peut-être pas tous excellents, mais que la plupart sont très bons et qu'il ne peut pas se priver de cela. Les vraies voix. Je crois qu'il y a en effet un angle mort dans la réforme qu'il faut maintenant traiter. On va en parler justement, les vraies voix. En votre compagnie, Claude Blanche-Maison, notre grand débat, la suppression du corps diplomatique va-t-elle réduire l'influence de la France dans le monde? Vous êtes 90,4% à dire oui, on se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Deveul, notre grand débat, la suppression du corps diplomatique va-t-elle réduire l'influence de la France dans le monde? Vous êtes toujours 90,4% à dire oui, nous sommes en compagnie de Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou et New Delhi, auteur de L'Inde contre vents et marées, publié chez Temporis. Philippe Deveul. Oui, alors moi je connais pas vraiment le fond de la réforme, mais si c'est pour panacher la manière de recruter le personnel diplomatique et les ambassadeurs, pourquoi pas? Pourquoi pas de donner une possibilité de choisir des gens de la vie civile et de les nommer à des postes stratégiques et prestigieux, ça ne me dérange pas. Mais bon, il y avait toujours un peu le choix du prince dans la nomination à l'époque des ambassadeurs. Je pense à Talleyrand qui une fois avait nommé un jeune homme consul à Rome, et une fois qu'il lui avait annoncé sa nomination, ce jeune homme lui avait dit pour une fois j'ai de la chance, et puis Talleyrand lui dit vous n'auriez pas dû me dire cela, je révoque ma nomination. Donc ce qu'il y a, c'est que ce qui m'inquiète en revanche, c'est que la France, à mon avis, perd dans son rayonnement international pour des tas de raisons, et je pense que sa dissolution dans l'Union européenne, alors je sais que je vais vous faire bondir, monsieur Blanche-Maison, mais je pense que je crois qu'on ouvre aussi la possibilité de panacher avec des ressortissants d'autres pays de l'Union européenne pour représenter la France. Et là, ça m'inquiète parce qu'on dénature un peu notre souveraineté et un peu le fond de la diplomatie que pourrait être la diplomatie française. Claude Blanche-Maison.
Oui, alors ce que vous dites est vrai pour les diplomates, si vous voulez, mais pas pour les ambassadeurs. Pour être ambassadeur, il faudra, comme pour être préfet, il y a beaucoup d'analogies, il faudra toujours avoir la nationalité française. D'ailleurs, certains s'y sont brûlés les doigts il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, à une époque où Genscher et le ministre français de l'époque avaient imaginé des ambassades communes franco-allemandes. Et naturellement, le Conseil d'État a dit, ben oui, mais on ne peut pas représenter la souveraineté française si on n'a pas la nationalité française. Bon, donc je crois que ce problème-là, la mobilité existera entre les pays de l'Union européenne, mais pour exercer des fonctions diplomatiques, pas des fonctions d'ambassadeur, des fonctions de conseiller ou de secrétaire. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs, parce qu'il y a des échanges entre l'Allemagne et la France qui font que dans nos ambassades, nous avons quelquefois un secrétaire ou un conseiller allemand et réciproquement. Donc ça, je crois que c'est bien pour aérer nos services diplomatiques, mais il est tout à fait essentiel en effet que les ambassadeurs restent de nationalité française et que ils soient le plus compétents possible, parce que le problème de l'ambassadeur, c'est qu'il doit faire absolument tous les métiers. Il s'occupe de politique, et ça c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit, de politique internationale, il négocie des traités, mais aussi il doit s'occuper de questions de défense, puisque c'est lui qui a sous ses ordres un attaché de défense, et c'est lui qui est responsable aussi dans ce secteur-là, dans son ambassade. Il doit s'occuper d'économie, de finances. Il a bien sûr un service économique et financier, mais qui dépend de Bercy. Il doit s'occuper de questions culturelles et de coopération. Ouais. Là aussi, il a un service spécialisé. Donc il doit savoir tout faire, et ça, il ne peut l'avoir appris que sur le terrain. Il ne peut l'avoir appris, moi j'ai tout appris avec mes premiers ambassadeurs, l'ambassadeur Bögner, l'ambassadeur Nanteuil, et avec mes premiers directeurs, bien sûr. Et on apprend aussi en allant au feu, hein. On apprend en allant au feu et en voyant les résultats. Quand on négocie quelque chose, on voit très vite, et tout le monde voit très vite les résultats. On a bien négocié, on a mal négocié. Et effectivement, dans le système tel que je l'ai connu, collectivement, à l'intérieur du corps diplomatique, on a une opinion et un quasi-classement sur les collègues. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont pas très bons, parce qu'il y en a quand même qui ne sont pas très bons. Oui, mais après, ça se voit, mais Claude Blanche-Maison, on a besoin d'être très bons. Il faut simplement espérer, comme je vous l'ai dit, que le ministère va prendre des mesures par décret pour faire en sorte que les gens qu'il recrutera à la sortie de l'Institut national du service public soient des gens de grande qualité, parmi les meilleurs, puisque le classement va subsister, même s'il n'a pas d'incidence exacte, mais ça figurera dans le dossier. Autrement dit, les sortants auront un dossard avec un numéro, et il faut choisir les premiers, puisque les premiers ne pourront plus aller à l'inspection des finances. Pourquoi n'irait-il pas au Quai d'Orsay? Après tout, c'est assez attractif. Et puis, il faut que le ministère négocie aussi pour pouvoir les conserver pendant des durées suffisamment longues, même s'ils font une mobilité ensuite dans un autre ministère, comme ça se produisait déjà dans le système actuel. Et puis, effectivement, il faut que le système résiste, et ça, les politiques doivent y tenir la main, pour que les ambassadeurs ne soient pas nommés en fonction d'affinités purement politiques, mais en fonction de leur efficacité. Et là encore, l'opinion publique et les commissions qu'on réunit maintenant pour faire des propositions au gouvernement en matière de nomination d'ambassadeurs savent parfaitement ce qu'il en est. Juste un mot très court. Oui, après, les nominations sont toujours politiques, quand même, quoi qu'il advienne. C'est le président qui signe, hein, donc c'est le représentant direct de la France. Bien sûr. Et le dernier point, petit off d'Emmanuel Macron de ce week-end, qui a dit « J'en ai marre de ces vieux ambassadeurs qui râlent sur ce nouveau système ». Bon, voilà, je vous le donne. Merci. Pas de réaction, Claude Blanche-Maison, c'est très diplomatique. Merci beaucoup, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou et New Delhi, auteur de L'Inde contre vents et marées, publié chez Temporis. Verdict sur Twitter. Au Temporis au Morès, oui. La suppression du corps diplomatique va-t-elle réduire l'influence de la France dans le monde? Vous êtes désormais 90,5% à dire oui. Beaucoup de commentaires. On a Villeneuve qui nous met un commentaire très court mais très drôle, remplacé par McKinsey.